Bonjour et bienvenue pour cet atelier dédié à Adobe Photoshop Lightroom 4. Alors cet atelier est un petit peu spécial car en fait lors de la présentation en direct, il y a un petit souci avec l'enregistrement. Je me suis retrouvé avec une vidéo toute noire et que l'audio. Donc voilà, donc je suis en fait, voilà, je réenregistre entre guillemets l'atelier, donc il sera forcément un peu différent de ceux qui l'ont vu, donc qui étaient présents en direct. Donc voilà, donc c'est un petit peu un réenregistrement, donc voilà, il y a quelques petits changements. Excusez-moi par avance, voilà, c'est les aléas du direct et des problèmes techniques. Donc, alors, pour commencer, qu'est-ce que Lightroom? Alors, déjà, vous voyez, ça s'appelle Adobe Photoshop Lightroom. Ça fait partie de la famille de Photoshop, comme Photoshop tout court, Photoshop Element, donc Photoshop Lightroom. Lightroom est un logiciel de développement photo, on va dire de développement de fichiers photo au format RAW. On peut rapprocher le travail que propose Lightroom à un travail que l'on faisait avant en fait avec les pellicules en 24-36, vos bonnes vieilles pellicules argentiques, lorsqu'on faisait un développement d'une photo avec les traitements qu'elle a avec, les bains qu'elle a avec, etc. Donc je schématise bien sûr, mais Lightroom va vous permettre de faire la même chose à partir de vos photos tirées de vos appareils photo numériques. Attention toutefois, lorsque je parle de photos d'appareils photo numériques, je ne parle pas des photos au format JPEG, ce que sortent quasiment tous les appareils compacts, enfin si tous les appareils compacts sortent, ou votre téléphone portable par exemple, mais je vais parler du format RAW. RAW veut dire brut en fait en anglais. Voilà, donc c'est en fait le format RAW est l'information extraite directement du capteur de votre appareil photo. C'est une information, je dirais donc voilà, d'image qui n'est pas traitée par votre appareil photo. Car il faut savoir, lorsque vous faites votre photo au format JPEG, enfin votre appareil photo fait une photo format JPEG, il va appliquer différents traitements dessus. Des traitements pour améliorer le bruit d'enregistrement, je viendrai par la suite, hein, au niveau de votre capteur, au traitement donc de la couleur, des contrastes, de la netteté, etc., etc. Donc ça va appliquer à votre capteur directement un ensemble de traitements prédéfinis par contre qui ont le malheur d'être, je dirais, contrôlés par votre boîtier, votre appareil photo. L'avantage du RAW, c'est qu'on récupère une information brute et après, cette information brute, on va la traiter via la moulinette de Lightroom. On va faire un développement. Lightroom est un logiciel qui permet de faire un travail global sur la photo, pas vraiment local. C'est plutôt le travail de Photoshop tout court, donc de faire un travail plutôt local, on va dire. Donc le flux de production va être, on fait une photo format RAW, je vais y revenir, on l'importe sur l'ordinateur, on va la développer avec Lightroom, tel qu'on fera un développement argentique, et ensuite, lorsqu'on a besoin de faire des retouches plus ou moins locales ou avancées, on va passer dans Photoshop après pour finir, pour imprimer la photo, la publier sur Internet, etc. etc. Sachant qu'il faut savoir que dans bien des cas, Lightroom va être largement suffisant pour l'ensemble de vos photos. Je viendrai. Alors je reviens maintenant rapidement sur le format brut, donc format RAW. Il faut savoir que le format RAW c'est le nom générique. Chaque marque d'appareil photo a sa propre extension. Moi je suis chez Canon, l'extension du format RAW c'est du CR2. Voilà, c'est simplement le format d'extension du RAW. Chaque marque, je vous dis, a sa propre extension. Alors cet atelier est dédié à Lightroom 4. Il faut savoir qu'il existe d'autres logiciels. Il existe DxO, qui est un logiciel qui à l'origine était fait pour corriger les problèmes, on va dire, optiques des boîtiers, des couples boîtiers objectifs, qui marchent très très bien d'ailleurs. Logiciel français qui maintenant fait du développement, comme fait Lightroom en fait, hein, qui est un concurrent direct. Vous avez Aperture sur Macintosh qui est quand même pas mal. Et après, bien sûr, il existe d'autres logiciels. Alors, autre petit point non négligeable, les gens qui ne possèdent pas Lightroom, mais qui possèdent par exemple Photoshop, au moins Photoshop, on va dire CS5, voire CS6 maintenant. Il faut savoir qu'il y a dans Photoshop un module qui s'appelle Camera Raw, qui fait quasiment exactement la même chose que Lightroom. Donc si vous avez Photoshop, vous pouvez vous passer Lightroom. Personnellement, j'ai Photoshop, mais j'utilise aussi Lightroom. Lightroom pour moi est vraiment dédié à ça. L'interface est optimisée pour, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Par contre, si vous connaissez Lightroom, vous allez connaître forcément Camera Raw. L'ergonomie est différente, mais les fonctions sont pareilles. Donc voilà, c'est le même moteur derrière. Alors, je fais un dernier petit point de blabla avant d'attaquer vraiment Lightroom. Donc par rapport à votre appareil photo, est-ce qu'il supporte le format RAW ou pas? Est-ce qu'il le propose? Alors quasiment tous les compacts, pas chers, les petits boîtiers je dirais, même s'ils sont très bien, en général ne proposent que du JPEG. On arrive plus dans les compacts haut de gamme, voire experts, que propose le RAW en général. Vous avez quasiment tous les bridges. Alors
je parle des bridges assez récents, on va dire au moins moyen de gamme et haut de gamme, proposent aussi le format RAW. Les bridges sont quand même plus experts en général. Et bien sûr, tous les réflexes proposent du format RAW. Alors, un petit détail par rapport à ça, si vous pensez que Lightroom peut vous intéresser, mais vous n'êtes pas trop à l'aise, vous n'avez pas le logiciel ou quoi que ce soit, vous dites bon, je reste avec mon JPEG à l'heure actuelle. Si votre appareil photo propose le format RAW et le format JPEG en même temps, quasiment tous les appareils qui font le format RAW proposent l'option pour avoir les deux en même temps. Je vous invite vivement à faire les deux, car l'avantage du RAW, parce que je n'ai pas encore parlé de ses avantages par rapport au JPEG, du fait que vous avez un contrôle total sur les données de votre capteur d'appareil photo, vous avez une possibilité, je dirais, d'optimisation de photo qui va bien au-delà de ce que propose votre boîtier. En plus, il faut savoir si votre appareil photo va faire des optimisations de votre photo, mais au moment donné, il a été construit. Avec les fils du temps, les logiciels évoluent beaucoup plus rapidement que le matériel. Et là, par exemple, entre Lightroom 4 et Lightroom 3, la version précédente, il y a eu des grands changements qui sont apparus. Donc en l'espace d'un an, il y a des photos qui étaient finalement pas exploitables avec les versions précédentes, vont le devenir avec les versions à venir. Donc le RAW, voilà, c'est un gage, je dirais, de modification à venir future. Donc voilà, il y a des photos que je revois maintenant, avec Lightroom 4, je les récupère alors qu'avant je les laissais tomber. Et c'est pareil, il y a beaucoup de photos en JPEG que j'ai mis à la poubelle, parce que c'était pas exploitable. Je les aurais faites au format RAW plus tôt, j'aurais pu les exploiter maintenant et j'aurais pu avoir des photos, peut-être pas forcément en A2, A1, A0, mais en 10 par 15 quand c'est parfaitement exploitable. Donc gardez bien cette option-là. Dernier petit détail avant d'attaquer Lightroom, attention au format RAW, ce sont des données qui sont brutes, donc qui sont beaucoup plus lourdes en termes de stockage de fichiers. Une photo au format RAW, là par exemple les photos qu'on va voir par rapport à cet atelier font en moyenne 20 à 30 mégaoctets la photo. Donc ça va très très vite, ça remplit très vite vos cartes mémoire, ça remplit très vite vos disques durs pour les sauvegardes. Donc attention à tout ça, c'est pas négligeable. Alors, maintenant Lightroom. Alors vous allez voir que Lightroom est un logiciel qui est très simple en fait. Beaucoup plus simple et qui fait beaucoup moins peur qu'un Photoshop. Pour ceux qui se lancent dans la photo numérique, vous allez pouvoir tout faire. Franchement, pour un usage, on va dire standard de la photo, ça va vous convenir derrière. Il faut savoir que Lightroom ne coûte pas très cher. Lightroom coûte 154 ou 155 euros, je crois, un truc comme ça. La version complète. Et voilà, franchement, c'est pas très cher, beaucoup moins cher qu'un objectif d'appareil photo. Donc voilà, et croyez-moi, c'est vraiment complément. Moi, je travaille tout le temps avec. Je possède Lightroom depuis la version 3. Je suis passé à la version 4 sans hésiter. Alors, Lightroom, donc voilà, on va attaquer le logiciel, est composé donc de différents éléments d'interface. La bibliothèque, où on va gérer nos photos. La partie de développement, on va donc développer. La carte qui sert pour le géotagging. La gestion des livres qui va vous servir à créer des livres numériques prêts à imprimer au format PDF. C'est une nouveauté, mais qui j'ai pas encore essayé, mais qui me tente sacrément. La fonction diaporama pour gérer des diaporamas par rapport à vos photos. La fonction donc, la partie d'impression qui sert donc à optimiser, enfin préparer votre travail d'impression, ce qui est quand même assez pratique quand vous développez vos photos vous-même. La partie web pour faire vos galeries pour le web assez simplement avec des templates toutes faites. Donc voilà, ces différents éléments qui voilà, peuvent être totalement autonomes. Je vous cache pas que je travaille beaucoup dans la partie bibliothèque et développement, un peu carte. Le web, je fais mes sites moi-même. Diaporama, je n'ai pas besoin. Les livres, je vous dis, j'ai pas mis le nez dedans. C'est une nouveauté, je vais m'y intéresser. Vous allez voir que le gros de Lightroom, de toute façon, se passe quand même beaucoup dans la bibliothèque et le développement. Alors, donc Lightroom, déjà, va travailler donc, une bibliothèque. La bibliothèque, c'est quoi? C'est l'élément qui va permettre de trier, gérer, manipuler vos photos dans leur ensemble. Bibliothèque comme bibliothèque de livres, tout simplement. Car c'est très rapide avec le numérique d'avoir beaucoup de photos et donc de s'y retrouver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette bibliothèque-là, donc ce qui sert à gérer vos photos dans l'interface, vous avez une notion qui est importante. C'est la notion de catalogue. Dans le menu fichier, donc pas mal de choses, vous avez ici nouveau catalogue, ouvrir le catalogue, etc. Les catalogues, ça va être un fichier numérique sur votre disque dur qui va mémoriser tous les paramètres que vous appliquez à votre photo. C'est-à-dire, est-ce que vous allez couper votre photo? Est-ce que vous allez modifier la qualité du grain de votre photo, enlever du bruit, changer une saturation, etc. Donc le catalogue va stocker pour chaque photo déjà tous les éléments techniques que vous allez appliquer à votre photo, au développement de votre photo. Donc c'est un fichier qui est capital. Sachant que dans ce catalogue-là, vous allez pouvoir créer des collections de photos. Par exemple, je vais avoir un catalogue mariage dans laquelle je vais mettre donc toutes mes photos dédiées au mariage que je vais couvrir, par exemple. Et dans ces mariages-là, je vais créer des collections qui sont, on va dire, des regroupements de photos.
Ça peut être des collections automatiques, par exemple les photos qui ont telle note, etc. Ou les photos pour dire mariage Robert et Raymond, par exemple juin 2012. Mariage Ginette et Bobby, juin 2012, etc., etc. Donc je peux pouvoir trier mes photos. Donc ce catalogue-là, lui, va tout mémoriser. C'est lui qui va tout contenir. Attention toutefois, le catalogue par défaut ne contient que des données, on va dire, de développement, d'organisation. Il ne va pas stocker vos photos à l'intérieur. Vos photos sont stockées sur votre disque dur, comme n'importe quel fichier. Donc ce catalogue, c'est un fichier qui est assez important, qu'il faudra aussi, bien évidemment, sauvegarder. Votre catalogue est corrompu. Vos photos sont toujours là. Par contre, tous les paramètres liés à votre photo, donc de développement, d'organisation, de catalogage, de nommage, enfin pas de nommage, mais par exemple de classement, de développement, etc., les mots-clés, tout va disparaître. Donc attention à ça. Alors, là pour l'atelier, j'ai fait un nouveau catalogue qui s'appelle Atelier Lightroom. Vous voyez, c'est le nom du catalogue ici, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais importer des photos et des vidéos. Alors je parlerai dans l'atelier que des photos et pas des vidéos, je précise. Je me cantonne vraiment à la photo. Alors, il me demande de sélectionner une source, sachant que Lightroom peut, alors c'est une stratégie après développer, récupérer vos photos depuis un emplacement de votre disque dur ou les copier depuis votre carte mémoire vers votre dossier, par exemple mes images sur votre ordinateur. Vous soyez Mac ou PC, c'est pareil. Je vais te préciser, Lightroom marche sur Mac et sur PC et le fonctionnement est identique entre les deux plateformes. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, moi, je sais que je suis plutôt dans la façon de travailler où j'importe mes photos sur mon disque dur, tout simplement, dans le dossier et que je trie comme ça. Car je fais souvent un pré-nettoyage de mes photos avec Bridge par exemple, avec plein d'autres moyens différents. Donc voilà, je trie mes photos dans laquelle sur mon disque dur c'est pareil, j'ai un dossier qui va être mon dossier photo avec dedans mes sous-dossiers par catégorie, un peu comme mes catalogues. J'ai un peu un miroir derrière et j'ai des sous-dossiers, etc. Donc je trie tout derrière. Autre chose à savoir, vous avez ici copié au format DNG. Donc je fais encore une parenthèse. Le DNG, c'est un peu le format RAW, Madin, fait par Adobe. Donc voilà, ça a les mêmes caractéristiques que du RAW, mais c'est un format, on va dire, qui est générique et pas propre à un constructeur d'appareils photo. Le DNG, théoriquement, est censé perdurer dans le temps. Le risque avec un format comme le CR2 par exemple de Canon pour le RAW, c'est peut-être qu'un jour Canon décide de le changer dans 10 ans, dans 15 ans, que ça disparaisse. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que le DNG dure aussi dans 10 ou 15 ans. Donc voilà, après, bon, c'est un choix purement personnel. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que mes photos, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas les copier, les déplacer, je vais que les ajouter dans mon catalogue, dans ma bibliothèque, on va dire, de Lightroom. Donc je laisse par défaut. La source, je vais choisir. Dans mon disque C, j'ai différents dossiers, et là, j'ai mon dossier Atelier Lightroom. Et là, il m'indique directement toutes les photos, voilà, qui sont présentes ici, avec un affichage. Elles sont un petit peu floues dans les médias, bon, c'est pas très important. Et vous remarquez ici, toutes les photos sont cochées, il y a une petite coche dessus. Donc vous pouvez comme ça glisser et vous déplacer. Vous avez bien sûr ici des paramètres, notamment de taille de vignette, pour en voir un peu plus, un peu moins, si vous voulez derrière. Un tri, voilà, en mode grille ou en mode loupe. Moi, je sais que je suis toujours en mode grille, quand je vais choisir mes photos derrière. Voilà là-dessus. Et vous remarquez, je peux comme ça sélectionner, cliquer sur une photo. À l'heure actuelle, ça ne fait rien. Par contre, si j'appuie sur majuscule, et je prends la première, je fais une multisélection. L'intérêt, c'est que quand je fais multisélection, si je clique sur la petite case ici, la petite marque pour décocher, ça va me décocher toute la multisélection. Donc quand je vais décider de cliquer sur le bouton importer ici, je vais tout importer, sauf ces éléments-là. Bon, à l'heure actuelle, je vais tout importer. Donc vous voyez, c'est un moyen aussi rapide de faire des multisélections et de décocher, recocher différents éléments. Autre chose qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que vous avez dans, voilà, je vais ouvrir en fait ici la partie latérale, dans Lightroom, vous pouvez aussi appliquer des paramètres à votre collection de photos. Avant de les traiter individuellement, vous pouvez appliquer des paramètres gérés globaux. Vous avez ici paramètres de développement 100. Je peux appliquer, alors oui, il y a quand même beaucoup de choses, vous ne les voyez pas tous que ça sort de l'écran. Voilà, je peux appliquer un effet, voilà, black and white, donc noir et blanc de type, voilà, je sais pas moi, antique niveau de gris, qui est tout en haut ici. On peut faire des effets sépia, et tout ce qui va autour, des nettetés, face, et tout ce qui va autour. Ces paramètres-là, on peut bien sûr les enregistrer, ces paramètres prédéfinis, en créer vous-même et les appliquer. Ça peut être par exemple les profils de votre appareil photo. Automatiquement appliquer, voilà, c'est tel appareil photo, telle correction d'objectif, etc., etc. Ça permet de gagner du temps par la suite.
Mettre aussi des mots-clés à la volée. Vous importez et en même temps, ça va créer vos mots-clés parce que les mots-clés sont communs à tous. Par exemple, atelier, polysculpte. Je vais revenir par la suite. Donc là, dans l'immédiat, je laisse tel quel. Je prends toutes mes photos ici sélectionnées. Voilà, donc elles sont toutes, voilà ici. Toutes mes photos et je fais importer. Lightroom est en train de charger. Voilà. Et donc, je me retrouve maintenant avec voilà 21 photos qui apparaissent en bas ici. J'ai actuellement la bibliothèque. Donc voilà, dans ce catalogue, ma bibliothèque, voilà les données que j'ai maintenant tout de suite, avec ces différentes photos. Alors au niveau de l'interface, on a vu tout à l'heure qu'il y avait donc ces éléments qui sont en haut, la bibliothèque. J'ai sur le côté ici une partie latérale qui est quand même assez importante. Vous pouvez très bien là, vous voyez, faire déplacer différents éléments. Vous avez l'aperçu. L'aperçu vous montre votre photo au moment donné dans lequel vous êtes, très rapidement, mais permet aussi, comme on va le voir par la suite, quand vous allez travailler avec l'historique, d'afficher une preview à un moment donné dans l'historique. Je vais revenir par la suite. Vous avez en dessous les catalogues, qui sont assez utiles, d'afficher toutes les photos du catalogue, des collections rapides, etc. Le dossier dans lequel je me trouve à l'heure actuelle, Lightroom, et donc ces collections qu'on va voir par la suite, qu'on peut créer des différents éléments. La publication, je la masque dans l'immédiat. Allez, je vais masquer ça pour me focaliser que là-dessus à l'heure actuelle. Et de l'autre côté, voilà, j'ai différentes données, comme notamment l'histogramme, toujours ces paramètres prédéfinis. Les mots-clés, importants, dire les mots-clés, car quand vous faites des recherches sur vos photos, c'est très pratique de pouvoir, en quelques clics, retrouver un élément. Par exemple, ces photos-là, je les ai prises au Canada. Voilà. À Vancouver. On va dire c'est l'architecture. J'appuie sur Entrée. Donc l'intérêt, c'est que par la suite, quand je vais vouloir faire des recherches, catégoriser mes différents éléments, je peux faire un tri aussi par mots-clés. Voilà, c'est des petites données techniques. N'hésitez pas à les rajouter, ça sert toujours. Petit complément, quand j'ai rajouté ici des mots-clés, Lightroom affiche une petite icône ici qui apparaît pour dire cette photo-là a des mots-clés. D'ailleurs, j'ai cliqué dessus, hop, mes éléments sont sélectionnés. Je clique sur celle-là, je n'ai pas de mots-clés. Je peux très bien rajouter, c'était à Vancouver. Voilà, j'ai rajouté Vancouver, Canada. C'est une suggestion, donc il me les retrouve, on va dire, de façon intelligente. Et voilà. Donc vous voyez, d'une photo sur l'autre, je n'ai pas les mêmes mots-clés. Donc cette bibliothèque-là, voilà, permet de trier vos différentes photos. Ça sert aussi à comparer des photos, à avoir en mode gris, enfin il y a pas mal de choses derrière. Faire des tris de filtres de bibliothèque, voilà ici, par rapport aux métadonnées, les attributs, le texte et tout ce qui va autour. Alors, on peut trier heure de capture. Par exemple, moi, je vais mettre nom du fichier, ce que vous ne voyez pas. Donc voilà, maintenant, c'est trié par le nom du fichier. Donc voilà, les tris derrière. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas grand-chose de technique. Allez vers la documentation de Lightroom. Il y a beaucoup de choses plus intéressantes à voir. Donc pour l'atelier, mais voilà, il n'y a pas grand-chose de très compliqué là-dessus. C'est assez basique. Ça permet de vraiment gérer vos photos. Donc maintenant, je peux te focaliser sur le côté développement de Lightroom. Ce qui est quand même le côté vraiment intéressant. Et surtout, vous montrer l'intérêt justement du RAW par rapport au JPEG. La façon dont on peut corriger des choses. Alors, je clique maintenant sur la partie, l'onglet, on va dire, même si ce n'est pas un onglet, de développement. L'interface va changer. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve ici avec mon interface de développement. Donc on retrouve toujours sur le côté cet aperçu. Les paramètres prédéfinis que j'avais tout à l'heure ici pour appliquer un profil donné à ma photo. Je vais revenir dans quelques secondes. Les instantanés, l'historique, point très important, et les collections. Je vais revenir un petit peu à tout ça là-dessus. Donc vous avez en dessous ici l'ensemble de vos photos que vous êtes censé développer. Donc par exemple, je vais me charger, alors je ne sais pas quelle photo, un quick edit, voilà, celle-là ici. Alors vous remarquez, Lightroom charge votre photo ici, hop, va être plus ou moins nette, mais quand vous passez d'une photo à l'autre, votre photo peut apparaître floue, et quand Lightroom va recharger, hop, il va l'affiner. Alors vous m'excuserez, il y a du grain sur la photo, je vais revenir par la suite, on va voir les pareils de données EXIF et tout ce qui va autour, mais donc vous ne tenez pas si des fois Lightroom met du temps. Les photos en RAW sont très grosses, donc le temps rien que de lire les données, les traiter, les analyser, ça prend du temps. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc en bas, voilà, vous avez ici l'ensemble de vos miniatures, vous pouvez cliquer dessus et voilà, les manipuler. Vous pouvez aussi éventuellement agrandir un tout petit peu ou réduire votre fenêtre pour mieux voir vos miniatures. Là, je suis forcément en petite interface, bon, forcément, on est assez limité. Alors,
L'intérêt donc de la photo au format RAW, donc je dis, c'est de corriger des choses, notamment des fois bloquées par l'appareil photo. Un exemple qui est assez flagrant, je vais prendre cette première photo ici. Donc c'est une photo donc prise dans un bar un soir lors d'un rendez-vous photo autour de Bordeaux, donc d'une modèle, qui voilà en était en lumière pas terrible, couleur assez jaune et une mauvaise balance de blanc. Cette balance de blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est assez important. Vous ne en faites pas forcément attention car quand vous faites de la photo, on va dire avec un réflexe, je dirais débutant, vous avez toujours le réflexe justement de dire bah, je me mets en mode automatique. Voilà, je reste là-dessus et puis voilà. Un compact fait tout seul. En général, on ne s'occupe pas de la balance de blanc, sauf quand on commence à aller plus loin. La balance de blanc, c'est, on va dire, la température de votre lumière, de votre éclairage. Il faut savoir, c'est que vos ampoules, qu'elles soient halogènes, néon, tungstène, votre flash, la lumière du jour, mais du matin, du soir, tout ça, ont, on va dire, un blanc qui est un peu différent, qui va aller du bleu vers un jaune assez marqué. Et donc, nous, notre œil, automatiquement, c'est corrigé. Notre œil, c'est du blanc, il voit du blanc. Le capteur de l'appareil photo, lui, des fois, il est un peu bête et il voit du blanc qui tire un peu vers le bleu ou vers le jaune. Donc, des fois, il se trompe. Même s'ils ont un mode de balance de blanc automatique, trouver automatiquement la meilleure valeur, des fois, ils se trompent. Donc, des fois, on est un peu obligé. Ça arrive que certaines photos, voilà, on tire vraiment vers le jaune, ou on tire, je vais exagérer, voilà, vers une couleur assez bleutée. Ou alors, un jaune violacé, enfin, orangé, très, très marqué. Donc l'intérêt du RAW, c'est qu'on peut corriger très rapidement, rien que cette balance de blanc, pour dire voilà une couleur un peu plus naturelle. Quoique ça tire peut-être un peu vers le vert, eh ben je peux modifier pas que la température qui se trouve ici dans les réglages de base, mais aussi la teinte légèrement dessus. Vous voyez, j'exagère un peu les choses, mais tirer plus vers du vert et d'arriver à des couleurs beaucoup plus naturelles. Donc vous voyez déjà, grâce au RAW, et ça on peut le faire en JPEG, mais on n'aura pas le même rendu. On aura quelque chose qui sera beaucoup plus fade et beaucoup moins naturel. Là vraiment on va jouer cette température de couleur. D'ailleurs, vous voyez cette balance de blanc, c'est une température de couleur. On parle bien de température et c'est une valeur en Kelvin, en degrés Kelvin. 0 Kelvin, c'est le zéro absolu à titre d'information. Donc voilà, déjà rien que comme ça, j'ai pu passer d'une lumière trop jaune à une couleur déjà beaucoup plus naturelle. Pour vous montrer avant-après, dans la palette de preview ici, on a ici le petit bouton alterner entre les modes avant-après. Je clique dessus et voilà ma photo avant et ma photo après. Donc vous voyez, cette balance de blanc, on est photo. Alors après, ça peut être quelque chose d'artistique, bien évidemment. Mais là, je colle beaucoup plus à la réalité ici qu'à la réalité pour cette première photo avant. Alors, je vais juste masquer les paramètres prédéfinis. Je reviens ici sur l'historique. Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien voilà, l'historique de mes différentes opérations. Importation, premier réglage de température, je vais montrer rapidement. Le deuxième pour montrer l'extrême, la bonne valeur et la teinte ici. Vous voyez que Lightroom a gardé l'historique de mes opérations. Le travail dans Lightroom est non destructif. Tant que vous restez dans Lightroom, vous pouvez tout modifier et revenir à l'opération initiale. C'est la grande force. Et l'autre point très positif, du fait que cet historique est gardé dans votre catalogue, quand vous quittez Lightroom et vous relancez Lightroom, vous récupérez votre catalogue et donc vos paramètres de photo avec l'historique qui va avec. Donc vous ouvrez une photo qui a été faite il y a 2 ans, et bien vous pourrez récupérer entièrement l'historique et en faire une variation par exemple. Donc c'est quand même un point qui est, je dirais, très important. Alors, autre truc, je reviens donc tant que je suis dans cette palette là, ma photo je suis content, mais limite je voudrais appliquer des paramètres, des effets dessus, tout ce qui va autour. Alors je vais prendre, bon je vais rester sur cette photo là, peu importe. Je vais juste fermer l'historique. Et tout à l'heure, je vous parlais des paramètres prédéfinis. J'ai les paramètres prédéfinis de couleur de Lightroom, d'effets, noir et blanc, généraux, etc. Un paramètre prédéfini, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait, vous voyez ici on voit une preview qui apparaît en haut, tout simplement. Eh bien ce sont des paramètres par exemple de température, de teinte, d'exposition, de contraste, etc., etc., qui ont été enregistrés et qui par la suite ont été donc voilà sauvegardés. Et maintenant Lightroom, qu'est-ce qu'il fait? Quand je prends une photo, il va me l'appliquer directement. Vous allez dire oui, mais si je l'applique, je n'ai pas ma photo qui est ici. Quand vous commencez à manipuler votre photo, à voir les autres paramètres par la suite, vous pouvez dire à Lightroom, je fais un clic droit, et là, créez-moi une copie virtuelle. Je clique dessus, ça m'a créé une copie de ma photo d'origine. J'ai 2 fois la même photo que leurs propres paramètres. L'intérêt, c'est que en interne, c'est le même fichier RAW qui est utilisé, mais je pourrais appliquer des paramètres différents dessus. Par exemple, voilà, photo vieillie, Polaroid vieilli, ton froid. Alors attention,
mais attention à ces effets-là que vous voyez, ça se base quand même sur les paramètres de la photo d'origine. Ma photo était très jaune, donc une photo qui est bien exposée à l'origine ne donnera pas le même résultat. D'accord? Ça s'applique sur photo d'origine. Ça modifie vos paramètres et ça les cumule, enfin ça les rajoute à ce que vous avez au préalable. Donc voilà. Donc ça c'est quand même un moyen rapide de faire des développements de base assez sympas. Alors, à vous de fouiller vos propres paramètres. On en trouve plein sur internet aussi au passage. Hein. D'accord? Donc je ferme ça, les paramètres prédéfinis. Voilà, je reste pour l'instant là-dessus. Alors, je reviens, hop, à ma photo ici. Alors, j'ai vu très rapidement là, voilà ces paramètres de température, qui est une base. Vous allez voir qu'on va pouvoir, avec Lightroom, changer aussi des paramètres comme l'exposition. Ma photo est plus lumineuse, moins lumineuse, c'est-à-dire la quantité de lumière de ma photo. Attention, j'insiste bien, c'est bien, je dirais, une valeur d'exposition. Cette information de, voilà, où se trouve la lumière, où se trouvent les paramètres de noir. C'est très différent d'une intensité contraste, enfin l'intensité qu'on voit dans Photoshop, qui elle va augmenter tous les éléments de façon progressive et linéaire. Là, c'est quelque chose qui est plus, ça veut dire que en augmentant l'exposition, c'est comme si j'avais augmenté le temps de pause de ma photo, ou si je l'avais réduit. Alors attention, il y a des limites non plus, on ne peut pas non plus tout récupérer. Mais c'est quelque chose qui est très très important. Et là, c'est vraiment une des puissances du RAW. Une photo qui est sous-exposée, on verra par la suite, on peut vraiment la récupérer. Donc je vais y revenir. Alors juste, une petite parenthèse, excusez-moi, j'ai oublié, je fais beaucoup de parenthèses, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien. Je reviens juste sur une photo, voilà ici, pour revenir sur ces balances de blanc. Alors, il y a quand même un petit problème qu'il faut savoir, c'est que, hop, je masque juste en cliquant sur la petite flèche ici, ma miniature, pour mieux voir la photo. Je peux même faire pareil en haut ici, hop là. Voilà, je mets ma photo. Cette photo-là était prise dans un gymnase, c'était un match de catch, avec une lumière mais qui était jaune fluo. Vraiment, les lampes, je sais pas, ils avaient mis des gels dessus, enfin c'était vraiment jaune de chez jaune, même naturellement c'était très jaune. Alors là, on va pouvoir quand même améliorer les choses. Toutefois, on est quand même où mes pixels, on a beau avoir une balance de blanc, ils sont quand même jaunes, vraiment marqués jaune, quoi. C'est pas une adaptation, une légère transformation. Donc même si je vais tirer, donc je veux moins du jaune mais une température beaucoup plus vers le bleu, et on va commencer à revenir ici. Sauf qu'on va être très limité. Donc je tire un peu vers le vert. J'ai amélioré un peu ça. Voilà ici. Mais je tire quand même, vous voyez, un peu vers le vert et très rapidement. Même je peux mettre un peu plus de teinte. Voilà, magenta, je suis quand même très limité. Un peu plus de jaune. Voilà, même, vous voyez, je suis un peu... Là, je suis vraiment à la limite. Donc ma photo, je vais pouvoir faire ce que je vais pouvoir derrière. Vous voyez, je fais avant-après. C'est quand même bien meilleur. Mais il y a quand même une teinte qui est quand même très marquée. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir récupérer des choses, mais il y aura comme des limites. Alors après, effectivement, on peut augmenter un peu le contraste de votre photo. On peut jouer sur des paramètres. On va voir. Bon, je vous montre rapidement, genre la teinte ici. Voilà, on peut jouer sur, vous voyez, les jaunes ici, les teintes jaunes, faire un peu plus vers du orange. Vous voyez? Donc c'est une valeur assez légère. Donc pour donner une teinte un peu plus marquée à notre photo. Donc, je vais revenir à tout ça, mais pour vous dire que une photo qui est, je dirais, pas bonne à l'origine, l'euro permet vraiment d'améliorer les choses. Après, toutefois, ça ne peut pas non plus tout faire. Toutefois, ceux qui ont déjà fait ce genre de photos, qui ont déjà un résultat comme ça en JPEG, essayer dans Photoshop de passer de ça à ça, c'est tout simplement impossible. Enfin, si vous y arrivez, franchement, je vous tire mon chapeau. Et là, en quelques secondes, j'ai quand même amélioré grandement les choses. Donc j'enlève mon avant-après, et je reviens là. Donc voilà, c'était donc pour finir la parenthèse sur les photos au format, donc je dirais RAW, avec la partie balance de blanc. Alors, maintenant je vais continuer. Alors, l'intérêt justement donc du format RAW dans son ensemble. Là, j'ai 3 photos que j'appelle Quick Edits, qui sont des photos, je dirais, tout à fait banales. Là, c'est des photos au salon du mariage. Là, c'est des photos, voilà, c'était un peu de... C'est un collège abandonné, pas très loin où j'habite, voilà, un peu d'une exploration urbaine, d'urbex. Donc voilà, c'est une photo qui est ici, qui tout à fait classique, mais qui, par exemple, déjà manque un peu de punch, et surtout, voilà, bon, j'aimerais bien éventuellement la tourner légèrement, augmenter, elle est un petit peu sombre, un peu sous-exposée. Donc voilà, j'aimerais bien un peu améliorer ça. Donc là, le but de cette photo-là, c'est de vous montrer justement comment en quelques clics on peut changer justement les différentes choses dans Lightroom. Alors, tout en haut, je reviens à l'histogramme. L'histogramme, vous avez en haut différentes parties. Vous voyez que ma photo a quand même la partie donc à gauche est plutôt la partie donc sombre, à droite la partie lumineuse. J'ai quand même beaucoup d'éléments sombres. On peut avec Lightroom, donc vous voyez ici, modifier ces paramètres-là. Déjà, vous remarquez quand je déplace mon curseur par exemple sur le haut ici, j'ai l'élément correspondant qui se sélectionne en dessous. Vous voyez, je suis à l'exposition apparaît à lighter. Je vais les tons foncés aussi.
Je peux cliquer l'exposition et vous voyez, aller vers la droite pour dire je voudrais plus de lumière. Vous voyez déjà comme ça, j'augmente mon exposition. Vous constatez que cette exposition-là se fait de façon, ce que je disais tout à l'heure, naturelle. C'est pas une luminosité globale en Photoshop. Vous ferez les deux, amusez-vous à faire des tests, vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Donc comme ça, voilà, j'ai pu modifier les choses. Un simple glisser-déposer. Je reclique ici sur la valeur d'exposition, ça aurait été pareil. Vous voyez, on peut vraiment avoir une photo surexposée, sous-exposée. Vous voyez? On voit justement que ce n'est pas quelque chose de linéaire, mais quelque chose qui va analyser, on va dire, la partie les pixels lumineux. Vous voyez ici, cette partie-là ne change quasiment pas d'intensité. D'accord? Donc c'est des éléments qui sont importants. Donc là, j'ai fait que l'exposition. Après, on peut jouer sur ce qu'on appelle les tons clairs et les tons foncés. Les tons clairs, on ne voit pas trop ici, je montrerai sur d'autres photos par la suite tout à l'heure, sont les pixels, on va dire, qui sont cramés, trop blancs. Et tons sombres, les parties trop sombres. Donc je vais les tons foncés ici. Vous voyez, on voit un petit peu les parties sombres. On le voit notamment à cet endroit-là ici. Je vais zoomer ici, ton foncé. Vous voyez, ça analyse les parties sombres, très sombres de l'image pour ajouter, on va dire, de l'exposition qu'à ces parties-là. Pareil, les parties tons clairs. Je vais le voir, on ne va pas trop le voir malheureusement ici. C'est que voilà, les tons clairs, vous voyez, Lightroom, c'est d'analyser les parties qui ont des hautes lumières pour les réduire ou les augmenter. Vous allez voir qu'avec quelques paramètres, rien que l'exposition, le contraste, pourquoi pas, de votre photo, ces paramètres ton clair, ton foncé, est-ce qu'on veut plus de blanc? Ouais, par contre là, c'est plutôt, on va dire, une luminosité, on va dire. Hein. Plus de blanc ici, ou plus de noir ou moins de noir. En gros, l'histogramme qui est ici, la température, on peut améliorer grandement une photo. Sachant que cette photo, on peut aussi appliquer ce qu'on appelle un recadrage. Le recadrage, c'est de voilà, dire voilà, je voudrais ma photo la mettre un peu plus courbée ici, réduire un peu là, pour dire voilà, je me focalise sur le siège. C'est pas forcément quelque chose d'intelligent, mais dire voilà, j'appuie sur entrée une fois que je suis recadré. Ma photo comme ça est recadrée. Donc vous voyez, en quelques clics, on peut voilà, aller beaucoup plus loin. Alors, on peut bien sûr aller encore plus loin derrière. Cette photo-là, je trouve sympa, mais j'aimerais bien focaliser le regard sur le siège et moins sur l'arrière-plan. L'arrière-plan a son importance pour le côté abandonné, mais pas autant que le siège, par exemple. Je vais pouvoir descendre, et tout en bas, vous avez différents éléments complémentaires. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on a donc ces paramètres d'exposition globaux, on va dire. On a vu rapidement ces paramètres voilà, de teinte, de saturation, de la lumière. Et vous avez, alors, une petite parenthèse, ce qu'on appelle la correction de l'objectif, le profil. Je clique dessus, vous voyez, avant, après. On se rend compte que la lumière a changé, mais que surtout aussi, la forme géométrique de ma photo a changé. Car Lightroom sait que j'ai pris une photo avec un appareil Canon, avec un objectif 10-22 mm, et ici que cet objectif-là, à telle focale, je l'ai pris à 10 mm ici, à f4.5, on va dire qu'à 10 mm, il sait que j'ai des déformations. Donc il va être capable de corriger la photo de ces déformations-là. En règle générale, ne réfléchissez pas, activez cette correction de profil pour tous les appareils, enfin pour toutes vos photos. Sachant que Lightroom reconnaît en gros toutes les marques standards d'appareils photo et tous les objectifs standards d'appareils photo. Vous avez un machin un peu exotique, forcément peut-être qu'il ne connaîtra pas. Mais quelque chose de standard, voilà, il n'y aura pas de souci. Sachant qu'on peut changer aussi la distorsion et tout. Et donc vous avez juste en dessous les effets. Alors les effets, utilisés bien sûr avec beaucoup de légèreté. Vous avez ce qu'on appelle le vignettage, qui permet par exemple, vous voyez, alors j'ai exagéré les choses, mais vous voyez comme ça d'assombrir le contour de la photo, faire un côté un peu rétro. Le but ici n'est pas de faire un effet trop marqué, mais dire voilà, en assombrissant un tout petit peu les côtés, je vais me retrouver avec cette, la partie lumineuse est plutôt au niveau de l'écran, du centre de l'écran, pas trop sur les côtés. D'accord? Donc on peut comme ça faire des choses assez rapidement. Donc voilà, en gros, avant, après. Attention, avant, le recadrage est pris en compte. Hein. C'est vraiment la partie traitement, mais pas recadrage. Je remonte là-haut. Autre photo ici, un autre exemple. Donc je vais enlever le avant. Je vais masquer la partie ici. Alors cette photo, voilà, déjà elle a une teinte qui est très violacée. Donc je peux changer la balance des blancs, dire voilà, une couleur un peu plus jaunasse. Mais au final, j'ai pas trop envie. Déjà pourquoi? Parce que lorsque j'ai pris la photo, tout simplement, l'environnement, il y avait des lumières colorées qui donnaient ce côté-là. Donc attention à ça. N'essayez pas coûte que coûte de changer la teinte de vos photos. Après, c'est un choix, je dirais, derrière. Vous voyez, elle tire vers le rouge. Je peux mettre du vert derrière. Voilà, j'ai déjà changé la teinte. Avant, après. À ce niveau-là, je ne vous cache pas que j'ai une préférence pour la photo originale.
c'est une question artistique à ce niveau-là et pas une question technique. Et voilà, donc on peut faire ce côté balance de blanc. Moi, ce qui me pose problème sur une photo comme ça, c'est plutôt le recadrage. Là, j'ai une photo, j'aime bien le modèle, j'aime bien le côté la pose. Bon, j'épargne les gens qui sont derrière, mais alors cette espèce de machin qui est devant ici, pour moi, ça gâche la photo. Donc n'hésitez pas à recadrer votre photo. On peut faire un recadrage en cliquant, vous voyez, comme tout à l'heure, sur les coins. Donc voilà, je la veux ici. Forcément, j'aurai un petit bout ici, mais moins marqué. Baisser un peu le bas, ici. Remarquez que mon recadrage est non proportionnel. Alors je fais CTRL-Z, CTRL-Z, ma photo. Vous avez un petit cadenas ici, je clique dessus. Maintenant, je garde mon ratio au niveau de ma photo. Et je clique dedans pour déplacer ma photo. Je vais ici, alors je descends un tout petit peu là. J'appuie sur Entrée et ma photo recadrée. Même si maintenant j'ai le petit bout sur le côté ici, je l'aurais pas su, limite, j'aurais pas fait attention. Voilà. Je peux pouvoir aller monter un petit peu l'exposition. J'aimerais bien au niveau, vous voyez, des tons foncés. Vous voyez, ce qu'on modifie l'arrière-plan. J'ai plutôt envie de les obscurcir légèrement. Vous voyez, ton clair, vous voyez la robe. On récupère le détail dans la robe ou on va le contraster. Voilà. Tout simplement, je vous dis en quelques clics. Donc vous voyez déjà là-dessus, Lightroom, ça c'est simple, pas très compliqué. Vous voulez faire votre côté kitsch parce que on est voilà au salon du mariage, voilà, je fais ma photo. Alors, encore un petit peu sombre quand même pour moi cette photo. Et voilà. Avant, après. Donc vous voyez, c'est ce côté très rapide qui va apparaître. Alors je continue, cette photo-là, c'est le même principe. Hein. Je peux recadrer dessus, sauf que là, c'est autre chose que je vais vous montrer. Je vais partir d'un nouvel élément. Donc, cette photo ici, je vais enlever mon avant-après. Je vais zoomer sur la tête. Donc l'intérêt, voilà, de ces tons foncés, c'est qu'on peut, vous voyez, hop là, déboucher un petit peu les lumières au niveau de l'ombre. J'ai les tons foncés, qui sont marqués foncés, je les augmente et je récupère un peu au niveau de son visage. Car là, la photo n'a pas été prise au flash, j'ai une ombre qui était tranchée, qui perdait du détail derrière. Donc voilà, c'est un point qui est assez pratique. Ces fonctions ton clair, ton foncé, vous voyez, en baissant un peu le ton clair, côté le côté cramé, je donne comme ça du contraste à ma robe, je fais ressortir le volume de ma robe. Un petit coup de contraste par-dessus. Voilà, un tout petit coup d'exposition. Pourquoi pas, hop. Focaliser un peu plus sur la mariée. J'appuie sur Entrée, et voilà. Bon, mon cadrage n'est pas terrible, mais bon, peu importe. Traitement des blancs, etc., etc. Alors, je reviens à un autre truc. Donc maintenant, une autre photo. Je reviens sur ce collège abandonné. Alors, là, j'ai une autre photo. Pareil, je peux faire un petit coup de recadrage. Vous voyez, quand je clique sur les coins, je peux donc tourner ma photo. Je garde ici mon orientation, ma proportion originale. J'appuie sur Entrée. Voilà, déjà, j'ai plus ou moins mis ma photo. Finalement, je préfère un peu avant. Vous voyez, je reviens en arrière. Hop là, c'est pas perdu. C'est pas destructif. Mon fond est quand même assez sombre. Partie avant assez claire. Pareil, ton foncé. Hop, je vais monter légèrement. Les noirs, un peu plus ici. Les tons clairs, un peu les baisser. Augmenter un peu l'exposition, par exemple. Un peu le contraste. Et voilà, quelques clics. Autre point que j'ai remarqué, ma photo ici, elle a été prise donc à f4, ISO 250. ISO, c'est la sensibilité de votre pellicule. Je ne sais pas si vous vous rappelez des ZAZA avant, etc. Donc la sensibilité de la pellicule. Plus votre pellicule, les ISO vont être importants, plus vous allez pouvoir récupérer de la lumière sans augmenter la vitesse de prise de vue. C'est-à-dire, plus vous avez des ISO, en fait, plus vous pouvez prendre une photo dans le sombre, dans le noir. Récupérer des détails. En contrepartie, plus votre ISO monte, plus votre capteur va devoir entre guillemets chauffer et plus vous allez avoir du bruit qui va apparaître, ces petits grains que vous voyez là. Ces grains-là vont être de plus en plus visibles dans les parties sombres. Je ne sais pas si vous voyez ici, on voit. Alors je vais juste cliquer ici sur le petit triangle pour demander afficher le zoom. Voilà. Je vais augmenter un petit peu là. On ne voit pas trop malheureusement, ça fait des petites bandes qui apparaissent comme ça ici. Donc dès qu'on a des parties un peu trop sombres, le bruit va commencer à être flagrant et va vraiment se voir. Surtout voilà les parties assez sombres, assez contrastées. Alors votre appareil photo, au format JPEG, lui va essayer de récupérer du bruit. Sauf que je vous dis, l'algorithme est quand même plutôt limité, même si ça marche bien, il faut avouer. Alors que les logiciels de maintenant proposent
Alors vous voyez, j'ai un coup de correction de l'objectif, je le fais directement. Je descends en dessous et vous avez, hop, pardon, excusez-moi, au-dessus, détail. Voilà. Et là, vous avez les paramètres de réduction du bruit. Alors là, il y a eu des gros progrès qui ont été faits. C'est pas parfait, mais vraiment, ça marche assez bien. On va pouvoir, ici, dire voilà le bruit de luminance. Je monte un peu la valeur. Et vous voyez, le bruit commence à disparaître. Alors attention, votre bruit va se voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lightroom, lorsqu'il va exporter votre photo, va faire le développement final. Il va améliorer encore un peu tout ça. Pas radicalement, mais l'améliorer. C'est pour ça que l'exportation depuis Lightroom prend du temps, parce que Lightroom traite toutes les photos individuellement au maximum de ses performances, on va dire. Alors, l'augmentation, la réduction du bruit, c'est très bien. Alors la photo est assez basique, mais ça permet de, voilà, de perdre un peu de grain. Ce qu'il faut savoir, c'est que mettez jamais vos paramètres à fond. Vous mettez à fond. Alors, je vais zoomer ici. Oui, ma photo est entièrement lissée, mais on perd un peu de détail. On a beau dire, voilà, garde-moi le micro-détail le plus possible, augmente-moi le contraste, donc l'attraction du traitement du bruit, ça fait une photo qui est quand même assez floue. Toutefois, vous voyez, avant-après, vous voyez, le bruit qui est ici. La photo est plus floue, on le voit ici en fait, mais pas tellement plus flou que ça, parce que l'arrière-plan est déjà un petit peu flou à cause de la profondeur de champ. Alors, je vais me mettre ici. Vous voyez, là on voit quand même qu'on a une perte. Je dirais, bon la photo je dis un petit peu flou, mais on a un peu de perte quand même de détails, de micro-détails. Donc attention à ça, soyez quand même assez léger. Un peu de grain est toléré, je vous dis. En plus votre photo, vous allez la voir, on va dire en 10 par 15, même en, allez, en A4. Votre bruit, mais à part mettre l'œil vraiment dessus à fond, vous ne le verrez pas. Et je vous dis, mais il y aura un peu trop de bruit finalement qu'un bruit trop marqué. Donc voilà pour le bruit derrière. L'autre intérêt aussi de Lightroom, c'est que, voilà, donc cette photo-là qui a été prise il y a à peu près une semaine ici, donc en shooting, on peut donc aussi travailler avec Photoshop. Alors, pour travailler avec Photoshop, je vais vous montrer, c'est que cette photo-là, elle me plaît bien. Par contre, le cadrage, j'aurais bien voulu garder un cadrage un peu différent, mais qui tire beaucoup plus sur l'horizontale. Faire une photo, voilà, en mode, pas portrait, mais paysage. Alors bien sûr, je peux prendre l'outil de recadrage, et quand je tire sur un coin ici, vous voyez, on recadre. Mais si je clique et je tire vers la droite, hop, il passe en mode horizontal. Et là, maintenant, je peux recadrer en mode, voilà, paysage. Voilà la preview ici qui apparaît. Je suis très content. Sauf que moi, j'ai voulu garder un peu de mon épaule ici. Et là, bah, je ne peux pas agrandir ma photo. Donc là, j'appuie sur échappement pour quitter ma photo. Et là, je vais dire à Lightroom, ma photo ici, modifie-la moi dans Photoshop CS5. Je clique. Donc voilà, je me retrouve maintenant dans Photoshop. Photoshop m'a ouvert directement mon image, voilà, donc prête à l'emploi. Alors le mieux c'est dans Photoshop CS6, là je suis dans Photoshop CS5 Extended version anglaise, je suis une boîte américaine donc je bosse avec des logiciels en anglais. Donc voilà, ma photo est ici, donc je peux très bien, vous voyez, revenir là, prendre mon crop, dire voilà, je la voudrais comme ça, je fais ça sauvage, hein. Voilà là-dessus, ma photo me plaît bien, alors je vais même, pourquoi pas, cropper, allez, plus comme ça ici, remonter là. Hop là, je fais un CTRL S pour enregistrer. Je reviens maintenant dans Lightroom. Et voilà, ma photo apparaît ici. Vous remarquerez une petite chose. Lightroom m'a fait automatiquement on va dire une copie virtuelle. C'est pas vraiment ça, ce que vous voyez ici, j'ai donc le CR2. Et là, en fait, il m'a fait donc le bridge avec Photoshop. D'ailleurs, ça s'appelle bridge Photoshop modifié.tif, fichier TIFF. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est une photo au format RAW, en gros, c'est une photo, on va dire un peu comme un fichier Photoshop et tout, ou un TIFF, qui est en général en 14 bits. Donc c'est la profondeur, je dirais, de l'image. La différence entre un RAW et un JPEG ou un TIFF et un JPEG, c'est que le JPEG est en 8 bits par pixel, pas par canot, pardon, excusez-moi. Le RAW va être en général entre 12 et 14, enfin, alors ça c'est la théorie, 14 en fait bits par pixel, donc on est beaucoup plus riche, d'où la performance du RAW par rapport au JPEG. Donc voilà. Après, pas de compression, etc., etc. Donc vous voyez, bref, pour revenir à Photoshop, j'ai pu éditer ma photo dans Photoshop. Mais ça veut dire que dans Photoshop, j'aurais pu aussi, pourquoi pas, dire ce parsing-là, je l'aime pas, le gommer dans Photoshop et revenir après dans Lightroom. Donc voilà, l'intérêt de ce Photoshop aussi, c'est donc de communiquer avec Lightroom si vous avez les deux. Voilà. Moi, je préfère plutôt ce pont-là entre les deux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais Photoshop a son importance. Alors, je vais revenir une photo aussi par rapport à ce bruit justement. Donc là c'est une photo qui a été prise
au musée, donc, enfin l'aquarium de Vancouver, avec une jolie poulpe pieuvre. Donc ma photo, je peux la recadrer. Bien, voilà, je voudrais que ça pour éviter d'avoir l'espèce de gros reflet qui était tout moche là-haut. Alors je vais juste revenir un petit peu sur l'espèce d'anémone que j'aime bien quand même, je voudrais pas perdre, pas couper sur le côté. Et je reviens ici. Et là on voit, cette photo a un bruit qui est quand même assez marqué. Donc je reviens un petit peu sur le côté bruit. Je suis désolé, c'est un peu décousu, mais ma photo à l'origine devait être là et je suis parti un peu entre les deux. Je fais une parenthèse là. Donc, c'est du direct. Je reviens là-dessus, j'active ma correction de profil, ça m'améliore déjà l'image. Et là, je vais choisir au niveau de la netteté, la réduction du bruit, pardon, excusez-moi. Voilà, luminance. Je vais réduire un peu mon bruit. Par contre, j'ai quand même pas trop de détails. Et j'améliore un peu le contraste de mon bruit. Donc ma photo, voilà, arrive ici, j'ai quelque chose qui est déjà plus exploitable. Alors bien sûr, en grand, ça se verra quand même mon bruit. Je vais regarder un bruit comme ça que d'avoir un bruit qui va être vraiment trop lisse. Où je perds pour moi du détail. Voilà, ça permet d'avoir une photo qui peut être assez lissée derrière. Alors se dire, oui, mais au-dessus, je vois la netteté. Ah bah ça tombe bien. La netteté permet, voilà, de rendre notre photo plus nette. Alors on peut dire, voilà, je veux plein de netteté. Parce que regardez ce qui se passe quand je mets la netteté à fond. Ça va accentuer forcément les petits défauts, les petits artefacts. Et le lissage du bruit lisse, mais quelque chose qui n'est pas naturel. Donc la netteté va finalement accentuer ce défaut-là. Donc attention à la netteté. Donc allez-y mollo. C'est pas une photo finalement de mettre du bruit va me la rendre flou, de mettre la netteté par-dessus, finalement on va qu'empirer la photo. Donc c'est limite un mauvais choix à faire. Mettez éventuellement moins de réduction de bruit. Là-dessus. Mettez la netteté. Alors pour visualiser la netteté, un petit truc. On appuie sur Alt. Et quand j'appuie dessus, vous voyez, ça passe en noir et blanc. En général, on voit mieux la netteté. Le problème de la netteté, c'est que ça va faire du micro-contraste local. Vous voyez les petits points qui apparaissent, vous voyez, de plus en plus. Donc finalement, mettre de la netteté va augmenter le bruit. Donc les deux éléments sont assez, je dirais, en relation. L'autre avantage, c'est que la netteté, on a aussi la valeur de rayon. C'est-à-dire, on a le... Je vais dézoomer, c'est plus facile pour voir. Je ne sais pas si vous voyez ici au niveau de l'écran, j'augmente ici le rayon, ça va détecter les contours des objets et donc voir a priori où il faut de la netteté, où il n'en faut pas. Donc en général un contour, le rayon ne dépassait pas les 2 en général. Et 1,5, ça rend ma photo plus nette. Le détail en général, ne touchez pas trop, moi je sais que je le garde tel quel, j'évite trop de toucher, ça va encore accentuer les choses. Et c'est surtout très important le masquage. Et le masquage c'est vraiment important d'appuyer sur Alt pour le voir. C'est qu'en fait voilà, ça va détecter ces contours et appliquer un masque pour dire, ce qui est en noir, je veux pas de netteté. Ce qui est en blanc, je veux la netteté. En faisant ça, c'est de prendre les contours, donc rendre mes contours nets, mais les parties à plat, pas rendre ces parties nettes. Et donc, ne pas appliquer l'espèce de grain qu'on a vu avec la netteté derrière. Donc le masquage est très important. Toujours, moi, c'est extrêmement rare que je ne mette pas de masquage, franchement. Donc voilà, donc cette photo-là, après, il n'y a pas trop d'intérêt à revenir dessus. Alors je reviens maintenant encore sur les petits trucs du RAW derrière. Donc là, c'est encore tout à l'heure donc Vancouver, j'ai mis dans mes mots-clés. Cette photo-là, pour moi, est intéressante, sauf que, gros problème, et gros avantage du RAW par rapport à une photo JPEG, ma photo est à contre-jour. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en photographie, surtout si vous êtes, je dirais, débutant dans la photo, c'est que vous vous retrouvez, voilà, très rapidement, le soleil est un peu derrière, une source lumineuse, une fenêtre, peu importe, vous vous retrouvez, voilà, à contre-jour. Et ça, en JPEG, avec Photoshop, on peut récupérer les choses, mais c'est pas très évident. Alors que là, du fait que ma photo format RAW étant donc entre 12 et 14 bits à peu près, plutôt 12 bits chez Canon, plutôt 14 chez Nikon, on a une dynamique de lumière qui est plus importante. Donc même s'il ne l'affiche pas ici, on a les informations de lumière. Et là aussi, donc je reviens là-haut, je vais pouvoir ici, donc dire les tons foncés, je les voudrais plus lumineux. Vous voyez comment mon bâtiment il ressort ici, la rue et tout. Et les tons clairs, un peu moins marqués. Et vous voyez comme ça, je garde ma luminosité au niveau du ciel, mais je récupère aussi du détail au niveau de mes nuages. Vous voyez, rien que comme ça, je n'ai pas changé l'exposition, juste, je voudrais moins de parties lumineuses, plus de parties foncées, tout simplement. Un peu de contraste, un petit coup de recadrage pour enlever cette partie ici. Voilà, regardez que ce qui est là. J'appuie sur Entrée, et puis voilà. Là, j'ai un tout petit peu de bruit, c'est juste à 160. Limite, je peux le laisser. Lightroom me l'enlèvera au moment du rendu. On peut vraiment dire, voilà, j'enlève un tout petit peu de bruit. C'est symbolique. Et mettre de la netteté.
la netteté, je reviens ici, hop. J'ai toujours Alt enfoncé quand je suis à netteté, hein, pour rendre, voilà, on voit bien les contours plus marqués. Le rayon très important. Vous voyez, là on voit bien le rayon qui apparaît. Plus j'augmente, et plus je le réduis. Voilà. Et le masquage pour dire, hop là. Voilà, je veux bien des contours bien marqués, bien nets. Le contour du bâtiment. Limite mes nuages, c'est moins important. Voilà. Alors, tout à l'heure je parlais notamment d'objectifs photo, de profil. Donc avec ces paramètres ici. Je vais ici, voilà, activer. Voilà. Les corrections de profil. Vous voyez déjà la différence ici entre là. On voit qu'il y a un décalage de la photo. D'accord. Donc c'est quand même les trucs qui sont, je dirais, assez pratiques. Vous avez le profil, donc est ici les paramètres de l'objectif, et là vous avez les paramètres de couleur. Vous avez aussi donc la fonction qui est assez intéressante, ça dépend des objectifs, qui s'appelle l'aberration chromatique. Alors vous voyez, si je clique, je clique pas, si je vous le dis pas, c'est pas forcément faire la différence. Vous voyez ma photo ici, pourquoi j'ai zoomé là? On voit une espèce de frange verte qui apparaît là. Des fois, alors on voit beaucoup notamment en contraste à contre-jour avec la luminosité. Alors je sais pas si je montre. Vous voyez ici, alors là elle est très marquée. J'ai une frange ici violette qui apparaît ici avec du vert ici. Voilà, c'est un truc qui est quand même très 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 classique en photo. Donc c'est de la frange qu'on voit ici et c'est une sorte d'aberration chromatique. En cliquant dessus, vous voyez Lightroom lui ici, hop là, automatiquement, il m'a supprimé cette espèce de bande. Donc voilà ici, vous voyez avant après. Je la remets, j'ai du vert. Hop là, je coupe, j'ai plus du vert. Voilà. Donc on a grandement amélioré les choses. Ça dépend des objectifs. Et là après, bien sûr, on peut le faire de façon plus ou moins manuelle. Alors je vous invite plutôt à tâtonner, je dirais là-dessus pour commencer, parce que ça dépend vraiment de vos objectifs et tout. Mais rien qu'en général, le supprimer l'aberration chromatique, ça fait le gros du boulot. Donc voilà une photo qui est voilà, avant, après, avec si je zoome ici. Vous voyez, on voit un petit peu le vert qui est là. Et donc tout l'autre côté. Vous voyez, donc c'est quand même plus propre derrière avec la netteté. Voilà le gros intérêt de Lightroom. Alors, je reviens donc dans Lightroom ici. Donc voici une photo d'une autre modèle, donc photographiée il y a un mois à peu près. Donc c'est qui s'appelle Faustine. Alors, pareil profil, j'active ici. Voilà. A priori ici, les aberrations chromatiques, je n'ai pas cette photo là, donc je m'en occupe pas. Donc vous voyez déjà, le premier réflexe pour moi, c'est correction de profil. Alors, je pourrais passer du contraste, l'exposition, excusez-moi, mais remarquez l'exposition, attention, ça marque beaucoup plus les choses. Un paramètre dont je vais vous parler, pour dire, voilà, ce modèle-là ici, j'ai quand même beaucoup, au niveau de la peau j'ai quand même des, vous voyez, des imperfections et tout, du contraste, des variations de couleurs. Vous pouvez améliorer ça avec Lightroom assez facilement. Alors attention, c'est pas transformer votre peau en une belle peau parfaite, nickel, toute lisse, mais vraiment améliorer les choses. Vous avez ce qu'on appelle donc en dessous des paramètres, on a vu donc on va dire de luminosité dans le sens large du terme. Vous avez ici des paramètres de présence. Et vous avez ici le paramètre de clarté. La clarté va rendre, vous voyez ici, une espèce de micro-contraste beaucoup plus marqué ou beaucoup plus gommé. Alors, je passe d'un extrême à l'autre, bien évidemment, mais vous voyez la valeur. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir dire sur cette photo-là, eh bien dire, je voudrais beaucoup moins de clarté. Petit problème, c'est que cette clarté-là, je l'applique de façon globale. Je dis oui, mais j'aimerais bien garder, on va dire, quelque chose de peut-être un peu plus détaillé au niveau des yeux. Pourquoi pas accentuer les sourcils ou les cheveux, avoir plus de clarté. Comment je fais? J'ai que l'un, j'ai que l'autre. Un peu embêté. Bien sûr, notre ami Photoshop qui marche derrière. Alors je vous montre juste avant-après. Vous voyez, on a comme un effet un peu d'estompage qui apparaît quand même. Hein. Ça gomme pas tout, bien sûr. Ça fait déjà un boulot assez intéressant. Donc je peux aller, je vous dis, un peu plus loin pour la clarté, mais on a une police, mais on perd un peu ces détails, notamment au niveau des yeux et ce genre de choses. Alors le truc, j'enlève cette clarté. Ah oui, je voulais vous dire, petit point. Si vous avez une glissière, une valeur, vous voulez la réinitialiser, on double-clique dessus, hop là, ça revient à 0, automatiquement. Mon contraste, je le remets à 1. Tout à l'heure, on a vu très rapidement qu'on avait ici l'outil de recadrage. On a un outil ici qui est quand même assez intéressant, qui est l'outil le pinceau de réglage, qui marche avec une tablette graphique, c'est une tablette graphique, ce que je vous invite vivement à voir. Je clique dessus, et quand je clique dessus, déjà, hop là, des paramètres apparaissent. Alors je vais juste masquer la partie basse ici. Je vais enlever, excusez-moi, mon avant, après. Attendez, hop.
je reprends mon pinceau. Donc là, c'est un pinceau qui permet localement d'appliquer des paramètres. Exemple, je mets l'exposition, du contraste à mort, la saturation de folie, et je vais peindre. Voilà. Je peux peindre des zones comme ça ici, et ça applique les paramètres que j'ai définis ici, localement. Avec une petite pastille qui est en haut, si je laisse mon curseur sans bouger, ça m'affiche la zone de travail, un peu la zone de sélection. Je fais un clic glissé, je peux, vous voyez, augmenter ou réduire ces paramètres de façon globale, proportionnelle. Ce qui est bien quand on a fait un effet de tester les choses. Alors, je laisse plus ou moins à fond. Je vais juste réinitialiser l'exposition, c'est pas ce que je veux. Le contraste et la saturation. Mais la clarté, j'en voudrais moins. Et comme ça, je vais pouvoir dire, ben, je peins plus ou moins ces zones ici, on va dire au niveau de la peau. Voilà, je repasse allez, plusieurs fois. On peut appuyer sur Alt pour dire je veux gommer ces zones-là. Vous voyez les sourcils, on voit bien la différence qui apparaît dessus. Parce que tout à l'heure, je suis un peu comme un gros bourrin. Voilà ici. Et je peux aussi, pour cette zone-là, pourquoi pas, dire, eh ben, je voudrais, je sais pas moi, décontraster un petit peu les choses. D'avoir un peu moins de contraste pour au niveau de la peau. C'est léger, mais ça suffit. Donc, c'est pas une retouche beauté qui a été faite à l'instant, mais j'ai pu appliquer localement un paramètre. Donc attention, alors vous avez en dessous les paramètres, notamment la taille, le contour, c'est-à-dire le dégradé de votre pinceau, le débit, la densité. La densité, c'est-à-dire densité, c'est-à-dire que si je mets 100% de la valeur du pinceau, si je mets en dessous, ça va faire 50%. Il faudra passer plusieurs fois pour arriver à 100%. Quand on appuie sur Alt, vous voyez, c'est la partie effacée. Donc partie effacée, vous avez des paramètres qui sont voilà, différents au niveau donc, de la taille de votre brosse. Quand vous avez fini, on clique sur le pinceau. D'accord. Si vous survolez, vous allez voir que si je reprends le pinceau, hop là ici, j'ai l'élément que j'ai modifié. Je clique dessus, je l'ai sélectionné. Et ce que je vais repeindre, je vais repeindre les paramètres du pinceau. Je vais faire un nouveau pinceau, je fais nouveau. Et là, je voudrais donc enlever du contraste, enlever l'exposition, la saturation. Voici, je sature un peu plus derrière, un peu plus de contraste. Pour dire, bah, par exemple, les cheveux ici, je fais ça sauvagement, vous m'excusez, mais genre, les assombrir. D'accord. Donc, un peu plus de clarté pour les contraster, par exemple. Peu importe, je suis un peu n'importe quoi, hein, bien évidemment. Voilà, un peu plus de netteté, pourquoi pas. Voilà, un peu moins d'exposition. Et voilà, c'est fait. J'ai terminé. Je reviens ici. Donc, vous avez vu qu'en l'espace de quelques clics, le pinceau permet de travailler quand même localement. Alors attention, localement, c'est le plus local que l'on puisse faire avec Lightroom. Je dis, c'est pas comparé avec Photoshop. Mais quand vous voulez faire une retouche assez rapide et vous n'êtes pas un fan de Photoshop ou pas un expert, ou vous n'avez pas Photoshop tout simplement, on peut faire quelques corrections assez rapides. Certes, on n'aura pas la healing brush de Photoshop pour dire je voudrais enlever le petit grain ici, le petit bouton, le petit machin, etc. Après, on peut faire ça quand même. Je clique là. Petit truc qui me dérange ici. On a à côté la retouche de ton direct. Je clique cette espèce de petit élément, je fais un clic, et je glisse ici, hop, je lâche. Qu'est-ce qui se passe? Cet élément-là, il me l'applique ici, comme un tampon. Tout simplement. Oui, je peux déplacer la zone de travail. Alors, quand j'appuie sur la barre d'espace permet d'avoir la main pour me déplacer sur les différentes zones. Donc voilà, cette zone-là ici, ce qu'elle est là, je le prends. On va essayer d'avoir le cheveu en même temps. Je sais pas si vous voyez le cheveu. Bon, pas grave, je reste ici. Mon bouton est enlevé. Je clique dessus pour quitter. Et voilà, j'ai pu enlever le bouton qui était là, les petits trucs qui étaient là. On peut le faire, sauf que là, je vous cache pas, c'est bien pour une petite retouche, mais une grosse retouche, vous allez vous jouer la vie par rapport à la souplesse de Photoshop. Donc voilà un petit peu pour ces différents outils ici. Donc voilà, alors, pour vous montrer quand même, alors, hop là, cette photo qui est ici, toujours de Faustine d'ailleurs au passage, l'intérêt aussi du RAW par rapport au JPEG. Donc cette photo, je l'ai dans Lightroom et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Donc dans Photoshop, voilà, on a deux photos. Je fais Alt-Tab. Vous voyez, c'est la même chose entre les deux, mis à part la taille qui apparaît. Donc pour montrer notre avantage, c'est que voilà, l'ajustement ici, je voudrais le truc classique des débutants. J'applique un calque d'ajustement, luminosité. Et là, je fais luminosité. Vous voyez, maintenant j'arrive à fond. Qu'est-ce qu'on se retrouve à l'heure actuelle? Mon bras est très lumineux. Et en fait, ça va donner une espèce d'effet de contraste derrière. C'est tout sauf naturel. Une peau qui n'est pas très jolie. Autre élément, dire c'est pas l'ajustement du brightness contrast, c'est celui d'exposition. Ça tombe bien.
on l'a exposition dans Photoshop. Et là, j'augmente l'exposition. Et au final, je retrouve un peu dans le même genre d'effet. Un bras cramé, une peau qui n'est pas très jolie. Parce que j'ai du JPEG derrière. Je reviens dans Lightroom. Là, j'augmente l'exposition. Et vous voyez, j'ai toujours mon bras qui est un peu trop marqué quand même ici. De toute façon. Mais là, j'ai quelque chose qui est quand même beaucoup plus naturel. Au niveau du personnage. Parce que dans Photoshop, j'ai une information qui est beaucoup plus compressée. C'est-à-dire du fait que ma photo est en 8 bits. En fait, moins il y a de bits, moins bien c'est. Donc, du fait que ma photo est en 8 bits, et ben, Photoshop, lui, va essayer de naviguer avec, on va dire, c'est comme une photo, on va dire, en 256 niveaux de couleurs, et une photo en 16 millions de couleurs. Bah, forcément, au manque d'informations, on n'ira pas aussi loin. Donc, vous voyez, c'est vraiment une grosse différence entre les deux, sachant qu'ici, en plus, mon bras ici, je vais faire éventuellement un petit coup de ton clair. Vous voyez ici, pour le baisser légèrement, vous voyez, je récupère de mon bras. Il va augmenter un petit peu l'exposition. Mettons foncé. Et là, j'ai une photo qui est exploitable, qui était sous-exposée, mais qui finalement peut être exploitée. Il faut encore travailler un petit peu ça, mais voilà, c'est rapidement, un petit peu de contraste. Et puis voilà. Photoshop, ben, je retrouve avec un espèce de machin, franchement, pas terrible. Même si j'essaie de jouer sur exposition, l'abaisser un petit peu, faire du ton clair, ton foncé, jouer un peu sur le gamma pour le côté écrasement des choses, on va se galérer. Alors après, il faudrait faire éventuellement deux calques, deux expositions différentes, une pour le corps, une pour la tête et tout. Mais quoi qu'il se passe, on va perdre en détail, on va perdre en finesse sur la photo. Donc voilà un exemple vraiment concret de la récupération et de la puissance au niveau du RAW, vraiment par rapport à vos images. Alors, tiens, justement, tant que je suis là-dessus. Alors, hop, je vais fermer ça ici. Donc une photo, alors ça c'était une photo qui a été prise en bracketing, c'est-à-dire avec trois expositions différentes. Cette photo a été prise au 1 1600e de seconde, celle-là au 1 200e de seconde, et celle-là au 1 25e de seconde, avec la même ouverture, etc. Donc ces photos-là sont en fait à l'origine pour faire du HDR, bref, pour avoir une grande dynamique d'image, plus importante que du RAW, notamment passer à 32 bits. Alors, je ne vais pas parler de HDR parce que c'est un peu un sujet à part entière. Donc là, j'ai cette photo-là. Alors cette photo-là, il faut voir un truc, c'est que le RAW, comme tout à l'heure je vous montrais pour la balance de blanc, pour les paramètres d'exposition, il y a quand même des limites. Vous voyez, je peux baisser l'exposition, même en la baissant, je ne vais pas récupérer un ciel bleu partout. Parce que j'ai un blanc qui est cramé. Pour vous montrer, vous avez dans l'histogramme en haut, donc ici les différentes, donc vous voyez, on te rappelait tout à l'heure du ton foncé, enfin du noir vers le blanc. Là, j'ai une zone de blanc qui est très importante. Et vous voyez, le petit triangle qui est au-dessus, on affiche l'écrétage des tons clairs. Ça a affiché, donc j'ai cliqué dessus, à l'écran, donc vous voyez, j'ai cliqué dessus. Hein. En rouge, ça veut dire qu'à cet endroit-là, j'ai du blanc pur. C'est-à-dire que j'ai perdu de la couleur, j'ai du blanc pur. Et donc même en baissant l'exposition, vous voyez, hop, je vais réduire, et là finalement, j'ai plus du blanc pur, mais au final, en baissant l'exposition, je me retrouve avec quoi? Avec des espèces de gris. Donc là, je peux quasiment rien récupérer. Même en disant, les tons clairs, je voudrais les réduire pour garder du détail, je garde du détail là-dessus, sur cette partie assez normalement exposée. Mais là, c'était carrément surexposé. Et là, vraiment, j'ai perdu quelque chose. Alors que les tons foncés, vous voyez, je peux les augmenter pour récupérer la couleur là. Donc dans certains cas, mieux vaut une photo des fois un petit peu trop sous-exposée que surexposée. Donc cette photo-là qui était prise avec une exposition plus normale, je peux monter un petit peu l'exposition. Quand je monte l'exposition, avec global, on voit quand même que mon écrétage ici augmente. Donc je vais, les tons clairs, baisser un peu la valeur, mes tons foncés, un petit peu les augmenter, un tout petit peu de contraste en plus, et puis voilà. Donc oui, j'ai un tout petit peu d'écrétage ici, mais bon, voilà, c'est quelques pixels, c'est quasiment rien. Donc attention au RAW, ça permet beaucoup de choses, c'est plus puissant que le JPEG, mais il y a quand même les limites derrière. Donc peut-être qu'un jour on fera des photos en 32 bits, etc. Et là ce sera génial, mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord? Dernier petit point pour parler donc développement avant d'attaquer la suite. C'est bientôt, on se rapproche de la fin. Alors vous voyez ici, j'ai donc des photos qui ont été prises, 3 photos à la suite. Alors une bêtise, j'ai fait 3 photos pour faire un panoramique. La bêtise que j'ai faite, c'est que ces photos-là, je les ai prises, je devais être genre en priorité, priorité à l'ouverture. Et pas en mode manuel. C'est-à-dire qu'automatiquement, en fonction de ma position, l'appareil photo a changé la vitesse pour garder une exposition constante entre les différentes photos. Sauf qu'un panoramique, normalement, il faut être en mode manuel, 100% manuel, pour garder l'exposition pareille entre toutes les photos. Donc là, une espèce de compensation de l'appareil photo. Bref, peu importe, c'était pas le sujet. Et là, cette photo-là, j'aimerais bien dire, ah bah tiens, je voudrais... Vous voyez, l'écrétage est toujours resté activé. Je suis un peu trop lumineux ici. Hein. Je vais baisser un peu les tons clairs. Je vais augmenter le contraste.
Les tons foncés, je vais les faire ressortir. Je vais activer par exemple la réduction du bruit, voilà, un peu de réduction du bruit là-dessus. Augmenter la netteté, toujours Alt enfoncé. Hein. Je vous montre un tout petit peu le rayon. Vous voyez, on voit bien comme ça les contours qui apparaissent. Mettre du masquage. Les corrections de l'objectif. Je supprime l'aberration chromatique. Essayez pas de suivre les étapes, là c'est pour dire, voilà, je fais des choses sur ma photo. Un peu trop d'exposition quand même, j'ai un peu sous-exposé là. Je trouve ma photo un peu trop saturée, je vais la désaturer légèrement. Mettre un tout petit peu de clarté pour marquer plus de détails. La vibrance, c'est avoir des couleurs plus vibrantes. C'est pas la saturation, c'est vraiment faire ressortir les teintes des couleurs. N'hésitez pas des fois à booster un peu, notamment les paysages, ça rend bien en général, mais n'exagérez pas. Bref, là-dessus, et pourquoi pas dire, j'ai le bleu, je suis pas trop, le bleu est trop saturé, je vais vers mes bleus, je voudrais désaturer mes bleus par exemple, faire un virage partiel. Voilà, mes verts plus marqués, peu importe, différents réglages. Sauf que là, je me retrouve avec 3 photos. Ma photo modifiée et mes 2 photos précédentes. Je voudrais appliquer les mêmes réglages. Alors, forcément, s'il faut reprendre chaque réglage les uns par rapport aux autres, vous allez vous jouer la vie derrière à reprendre chaque paramètre et les copier-coller, on va dire. Je prends ma première photo, qui est ma photo modifiée. CTRL enfoncé, je prends celle-là, celle d'avant et celle d'après. Pourquoi CTRL? Parce que je peux comme ça sélectionner les photos que je veux au choix. Alors que majuscule, ça va prendre celle-là et toutes celles qui vont entre la photo sélectionnée et la photo suivante. Donc elles sont multi-sélectionnées. Et là, j'ai en dessous les paramètres de synchronisation. Je clique dessus et Lightroom me demande qu'est-ce que je veux synchroniser. La balance des blancs, enfin en gros tous les différents éléments, allez, soyons fous, je mets tout, je prends pas la tête. Voilà. Alors on peut pas obligé de tout mettre, il faut mettre normalement ce qui vous intéresse. Je synchronise, et là maintenant, ces paramètres, vous voyez ici, la saturation plus 38, et ben je prends cette photo là, ma saturation est bien à plus 38 aussi. Il m'a appliqué les mêmes paramètres sur la photo. Et ça va, ces paramètres d'aberration chromatique, les profils, les différents contrastes, tout ce qui va autour. Donc c'est assez important qu'en fait une collection de photos, par exemple vous avez une balance de blanc qui est assez problématique, vous la corrigez, et après vous synchronisez tous vos photos. Moi en général qu'est-ce que je fais? C'est dans mes séries, je fais les balances de blanc, je m'occupe un peu donc voilà des paramètres du profil de l'appareil photo, les aberrations chromatiques et tout. En général, je regarde par exemple ma série s'il faut mettre un peu luminosité de contraste, enfin pas luminosité de contraste, excusez-moi, de ton clair, ton foncé pour améliorer ça. Et après, voilà, je balance ma synchronisation. Et après, pour chaque photo, je peaufine les choses. Mais je gagne beaucoup de temps grâce à ça. Surtout quand c'est une série qui est prise dans les mêmes conditions de prise de vue, avec les mêmes réglages. En général, c'est les mêmes corrections que vous allez appliquer derrière. Donc voilà un peu finalement pour ces paramètres sur Lightroom. Alors juste pour finir pour un petit truc, je reviens à cette photo-là, que je n'ai pas vue tout à l'heure. Je vais juste récupérer les tons clairs, hop là, les baisser. Vous voyez, les tons clairs, c'est que je retrouve du détail au niveau du corset. Un petit truc aussi, souvent lorsque faire une photo en noir et blanc, ce qui est classe de faire photo noir et blanc, enfin moi j'aime bien la photo noir et blanc, même si je ne suis pas un expert, en général ce qu'on faisait avant c'est qu'on prenait les paramètres de saturation et on faisait une désaturation. Et on avait ici comme ça une photo en noir et blanc. Alors je fais un double clic pour réinitialiser ça. Je vais faire une copie virtuelle pour faire un clone. Donc la première, je fais une désaturation. Alors que la deuxième, je reviens là-dessus, vous avez tout en haut, le traitement par défaut est un traitement couleur. On peut faire un traitement en noir et blanc. Et là, Lightroom fait automatiquement une conversion. Vous voyez, je bascule entre les deux. Déjà, on a quand même une petite différence qui apparaît. Ma photo déjà est plus contrastée. Vous voyez, même le fond, c'est assez flagrant sur le fond derrière. Là, on va pouvoir, en mode noir et blanc, bien sûr, changer les paramètres comme le contraste. Jouer sur ces tons clairs, tons foncés. Vous voyez, baisser un petit peu les blancs. Mais on va pouvoir, je vais monter un tout petit peu la clarté. Mais on va pouvoir dire pour chaque couleur en noir et blanc, enfin les teintes de couleurs, la quantité que l'on veut pour aller plus vers la luminosité, vers du blanc. Vous voyez ici, j'exagère un peu par rapport à la peau. Par exemple, le bleu cyan. Moi, ça m'intéresse parce qu'ici, en faisant ça, je vais faire ressortir les contrastes du corset. Vous voyez, j'exagère un petit peu, mais on peut comme ça revenir là-dessus. Donc là, vous aurez de toute façon une conversion noir et blanc qui sera beaucoup plus fidèle à une vraie photo noir et blanc. Et en plus, vous pourrez définir par rapport aux couleurs que vous voulez, quelle teinte vous voulez, plus claire ou plus foncée. Vous voyez par exemple, alors peut-être pas le rouge, mais l'orange devrait mieux. Ouais, pas tellement. Vous voyez les jaunes derrière. Sachant que ça peut se faire aussi avec le pinceau, hein, bien évidemment, par rapport aux différentes teintes.
Donc voilà, et là maintenant un petit peu de netteté, je monte un peu le rayon, le masquage là-dessus. Voilà, je réduis un tout petit peu le bruit. Hop, correction de profil, un petit coup de vignettage, et voilà. Et donc vous voyez, on a quand même deux photos qui sont, enfin la deuxième est quand même plus sympathique que la première. Et ça en quelques clics. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble du développement de Lightroom. J'ai pas parlé de deux choses, c'est ici c'est l'effet yeux rouges pour enlever les yeux rouges. Bon, rien de classique, on clique et on clique dessus. Après quand même un truc quand même vous montrer ici, avec laquelle je pourrais vous montrer ça. Bon allez, on va prendre celle-là. C'est le dégradé. Le dégradé marche comme le pinceau de réglage. On fait un clic et on glisse. On a une zone de travail. Et dedans, on va pouvoir appliquer des paramètres. Dire voilà, je voudrais baisser l'exposition de façon globale. Un peu moins de contraste, moins de saturation. Et donc l'effet va apparaître progressivement par rapport au dégradé. Sachant qu'on peut aussi voilà, donc déplacer votre dégradé par la suite. Cliquer pour l'agrandir ou le réduire. Voilà la même chose. Donc voilà, pour le développement, on a fait le tour de l'ensemble. Alors bien évidemment, c'est un aperçu global de Lightroom, hein. On n'est pas parti dans les détails à fond. C'est vraiment une présentation d'ensemble. Et déjà, avec ça, vous pouvez améliorer grandement vos photos. Alors maintenant, les différents onglets supplémentaires, que je n'ai pas vraiment abordé. Ici, vous avez les cartes. Je vais revenir au développement bibliothèque hein, quand même très rapidement après. Ici, les cartes, vous vous retrouvez en fait avec une carte Google Maps. Vous allez pouvoir naviguer... voilà, donc genre ici. Et dire, bah, cette photo-là, celle-là, ont été prises à, à Bordeaux. Vu que je suis à Bordeaux. Donc un bar, allez hop, mets-toi à jour, ce serait bien. On va y arriver. Voilà, ont été prises ici. Hop là. Donc il me demande, est-ce que je vais activer le géotagage inversé? Je vais faire activer. C'est-à-dire qu'il va me retrouver, du fait que j'ai mis la photo, et bien que ma photo a été prise, voilà, à Bordeaux, sous emplacement, hôtel de ville Les Quinconces, c'est plutôt le quartier on va dire derrière, Aquitaine, etc. etc. C'est assez pratique. Donc on peut dire, bah tiens, ces photos-là, ici, ont été prises, hop là, même principe, à peu près à cet endroit-là. Sachant qu'après, vous allez pouvoir cliquer pour dire, bah, ces photos-là, je clique dessus, il va m'afficher les différentes photos et trier aussi par catégorie par la suite. C'est-à-dire, je cliquerai plus tard là-dessus et ça va me sélectionner les photos dans le catalogue. Je vais revenir ici. Les deux là, hop là, il m'a pris les deux là directement. Donc le géotagage peut être quand même relativement intelligent. Ensuite, vous avez donc les livres. Le géotagage, il n'y a pas grand-chose à faire de plus derrière. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Alors, les livres, c'est quand même casse à la mode. Donc, Lightroom permet de me faire, je scrolle ici, un livre, donc standard, ici, avec différentes pages pour mettre les différentes photos dedans. Vous allez pouvoir, au niveau donc des photos, alors bon, les arrière-plans, tout ça, donc au niveau de chaque page, alors je ne suis pas un expert du livre, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis un tout petit, je vais masquer ça là-dessus. Donc on a les différentes pages, on peut donc rajouter une page, supprimer une page, etc. Supprimer les photos comme n'importe quel outil. Et c'est le format, voilà ici. En cliquant là, c'est la page en question. On peut choisir, là c'est une photo pleine page. Je peux prendre deux photos. Ce que vous ne voyez pas vraiment en dessous, c'est un petit peu, c'est que vous avez ici les différents éléments préconfigurés pour les photos. J'ai cette photo là ici, je clique dessus, donc le format de ma page. Et je vais prendre, allez, hop, cette photo là à côté, je mets ici. Sachant qu'on peut déplacer la photo dedans. On peut zoomer, voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre du texte, tout ce qui va autour, et quand vous avez fini, on peut exporter ce livre au format PDF. Et il existe des services donc associés forcément à Lightroom, à Adobe, mais aussi en France, des prestataires où vous envoyez votre PDF et ça va imprimer votre livre. Alors attention quand même aux différents formats, tout ce qui va autour. On peut mettre des arrière-plans et vraiment beaucoup d'options. Je vous laisserai quand même assez chercher. Le diaporama, lui, permet de créer voilà, des diaporamas animés en vidéo ou en PDF, avec différents paramètres, différentes photos. Là-dessus, je ne vous cache pas que je n'utilise pas cette fonction-là, donc je ne suis pas un expert. Je vous laisse un peu fouiller, a priori c'est assez visuel. L'impression, qui est quand même assez utile. Donc là, c'est quand même assez avancé hein, pour vraiment vos propres paramètres d'impression, les différentes marges, pour faire des beaux tirages, c'est quand même assez pratique. J'ai utilisé quelques fois, franchement, j'ai été assez content du système, même si je bosse avec Photoshop.
Et le web, alors le web j'y connais rien parce que je fais mes sites web moi-même, mais voilà on peut faire des galeries, le titre du site etc. Ça va générer directement des... Voilà. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de presets tout faits. Voilà, blanc pur, HTML, mettre vos titres, vos photos, donc mon site photo, etc. va galerie. Et après, il n'y aura plus qu'à uploader directement sur votre FTP. Je crois que même, voilà, on peut mettre directement sur Savoir FTP qu'on peut enregistrer vos différentes photos dans tel dossier, etc., etc. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc voilà pour ces différents onglets. Je reviens juste rapidement au développement et la bibliothèque. C'est un petit peu rapide. Donc je reviens sur un point que j'ai abordé dès le début, mais que je vais vous montrer concrètement maintenant, c'est les collections. Moi, j'enregistre mes photos par collection dans un catalogue. Donc là, c'est un catalogue, je dirais, assez global. Donc j'ai par exemple des collections de type mode. Je prends ces deux photos-là, celle-là, et je vais créer donc une collection. Le petit plus ici, créer collection, et je vais l'appeler mode, tout simplement. Et je me retrouve maintenant ici avec toutes mes photos de type mode, tout simplement. Alors, je vais dans la bibliothèque, je vais dans mes photos qui sont ici, Atelier Lightroom. Vous voyez, je fais une collection. La collection affiche, vous voyez vraiment la collection, que ces photos là dedans. Lightroom. J'ai d'autres photos, ah celle-là c'est aussi un peu de la mode. Je les prends et je peux les glisser dans mode. Je vais faire une collection archi. Je prends ces photos là. Toc, toc, toc. Je fais ça un peu rapidement. Hein. Je vais faire une nouvelle collection. Archi. Ah, j'ai de l'archi, mais j'avais de l'urbex tout à l'heure. L'urbex, c'est ce côté-là, voilà, les trucs qui sont ici, là, donc l'urban exploration, ces photos-là. Et ben, je vais faire une collection urbex. On peut au passage, vous avez vu, créer des collections, des sous-collections, bien évidemment. L'intérêt, c'est que voilà, j'ai urbex, mais si j'ai archi, et ben, j'ai des photos qui étaient dans urbex, qui sont dans archi, et réciproquement, et dans la mode. Donc n'hésitez pas à faire vos collections. Au lieu de vous taper, je dirais, une bibliothèque avec 500 photos et qui sont pas triées derrière. Donc voilà, c'était le point vraiment que je voulais vous expliquer par rapport à ces différentes collections derrière. Donc voilà un petit peu pour Lightroom dans son ensemble. Certes, on n'a pas tout vu dans les détails. On a vu quand même le gros du développement. J'espère que ça vous aura donné envie par rapport à donc ces différents tirages, ces différentes possibilités. Je remercie grandement les modèles qui m'ont laissé donc voilà les prendre en photo pour cet atelier et puis même pour d'autres choses derrière. N'hésitez pas à poser vos questions donc sur mon blog donc polysquill.com. Contactez-moi sur les différents forums. Moi je suis le caramel sur le forum Virus Photo. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, Lightroom ça coûte pas cher et franchement testez l'euro quand vous aurez mis le nez dedans, vous regretterez de ne pas avoir essayé la chose voilà avant. Donc voilà. Donc merci beaucoup en tout cas, donc bonne photo, éclatez-vous bien, bon tirage, bon développement et à très bientôt.